Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le portrait de Madame Beaucaire dans le Père Goriot, donc qui fait partie de la première partie du Père Goriot. Or, dans le texte liminaire, Balzac annonce, ce qui est étrange pour un roman d'invention, All is true, tout est vrai, ce qui est en anglais dans le texte. Ce commentaire peut sembler bizarre dans la mesure où le Père Goriot n'est absolument pas un roman basé sur des faits réels, fondé sur des faits authentifiés, mais bien un roman d'invention. À la suite de ce prologue, on trouve une description d'une pension parisienne assez médiocre, et puis de sa tenancière, Madame Beaucaire. Elle semble trop parfaitement en adéquation avec son monde pour être réelle, comme c'était annoncé. Et on comprend justement alors ce qu'est le réalisme, ce qu'on a appelé le réalisme littéraire. C'est une évocation, en fait, fanfare de la réalité sociale et morale d'une époque, que l'auteur d'ailleurs de la Comédie humaine juge assez mal, il la juge mesquine, violente. Cette époque qui transparaît à travers Madame Beaucaire, c'est celle de la Restauration. La méthode privilégiée pour l'approche de cette réalité, de la Restauration, est bien évidemment pour le romancier l'élaboration de ses personnages. Alain Robbe-Grillet dira plus tard qu'ils ont assez de particularités pour demeurer irremplaçables et assez de généralité pour devenir universels. C'est le cas de Madame Beaucaire, qui est une créature à la fois grotesque et saisissante, donc pas très particulière, mais également une créature symbolique d'une période, donc qui est également universelle. Elle symbolise un lieu, un style, une période, elle en est presque la métonymie, ce que nous démontrons. Je vais à présent lire le texte. Cette pièce est dans tout son lustre, au moment où, vers 7 heures du matin, le chat de Madame Beaucaire précède sa maîtresse, saute sur les buffets, y flaire le lait que contiennent plusieurs jattes couvertes d'assiettes et fait entendre son roux matinal. Bientôt, la veuve se montre, attifée de son bonnet de tulle sous lequel pend un tour de faux cheveux mal mis. Elle marche en traînassant ses pantoufles grimacées. Sa face vieillotte, grassouillette, du milieu de laquelle sort un nez à bec de perroquet. Ses petites mains potelées, sa personne dodue, comme un rat d'église, son corsage trop plein et qui flotte, sont en harmonie avec cette salle, où suinte le malheur, où s'est blottie la spéculation, et dont Madame Beaucaire respire l'air chaudement fécide, sans en être écœurée. Sa figure fraîche, comme une première gelée d'automne, ses yeux ridés, dont l'expression passe du sourire prêté aux danseuses à la mer ensoignement de l'escompteur, enfin, toute sa personne explique la pension, comme la pension implique sa personne. Le bagne ne va pas sans l'argousin. Vous n'imaginez pas l'un sans l'autre. L'embonpoint blafard de cette petite femme est le produit de cette vie, comme le typhus est la conséquence des exhalaisons d'un hôpital. Son jupon de laine tricotée, qui dépasse sa première jupe faite avec une vieille robe et dont la ouate s'échappe par le fente de l'étoffe lézardée, résume le salon, la salle à manger, le jardinet, annonce la cuisine et fait pressentir les pensionnaires. Donc, pour étudier ce texte, nous nous donnerons comme problématique en quoi le portrait de Madame Beaucaire constitue un parangon incarné du réalisme dans sa tension entre une singularité romanesque et l'universalité humaine, quasi scientifique, à laquelle prétend Balzac. Nous étudierons donc deux axes. Le premier faisant donc de Madame Beaucaire un personnage singulier, grotesque, presque monstrueux d'ailleurs, et le deuxième, un personnage universel, représentant une époque et, doit-on le dire, assez inquiétant. La caractéristique principale qui ressort de Madame Beaucaire au vu de ce portrait est bien sûr la grosseur. Les occurrences lexicales de cette caractéristique, grassouillette, ligne 9, potelée, ligne 7, dodu, trop plein, ligne 8, sont trop ramassées dans l'espace pour ne pas créer un effet d'accumulation, bien entendu, extrêmement péjoratif. En effet, il ne s'agit aucunement d'une grosseur joviale, comme on pourrait la voir, par exemple, dans le personnage de Gargantua. Elle n'est pas connotée positivement. Elle est associée à la vieillesse et associée d'ailleurs à la maladie. On voit par exemple les mots suintés, ligne 9, fétide, ligne 10, le typhus, maladie est nommée ligne 16, elle a un œil vitreux, ligne 22. Le lien entre cette grosseur et cette maladie semble si inextricable qu'il est ramassé dans un hypalate, ligne 15, disant un embonpoint blafard. C'est bien entendu Madame Beaucaire qui est blafard, mais ici les deux semblent se conjuguer de concert. La caractérisation d'ailleurs monstrueuse se traduit par le traitement zoomorphique de Madame Beaucaire,
annoncé par la prolapse métaphorique du chat, ligne 2, que l'on imagine a posteriori plus gras que bondissant, même s'il saute sur les buffets. La monstruosité de Madame Beaucaire, avec cette figure animale, eh bien, tient à la multiplicité de ces figures animales qui se complètent et parfois se contredisent. Chat et rat, mais également bec de perroquet. En tout cas, tous convergent dans une extrême difformité. Néanmoins, on ne saurait craindre ce monstre. Et on doit là percer l'ironie du narrateur, comme dans tout le Père Goriot d'ailleurs. Les antiphrases, les antithèses, les sous-entendus ironiques jalonnent la description. Cette ironie est en marche dès la première phrase, puisqu'elle dépeint le lustre total d'une pièce dont on a vu qu'elle était complètement misérable. C'est la salle à manger décrite juste avant. De même, la comparaison de sa figure fraîche comme une gelée d'automne, ligne 11, peut sembler charmante et poétique à un lecteur distrait. Mais en réalité, il s'agit d'une extrême méchanceté du narrateur, puisque si elle est gelée, si elle est fraîche comme une gelée d'automne, c'est qu'elle est véritablement gelée, et c'est une métaphore de cette beauté passée comme l'été, et qui ne refleurira plus jamais. On voit un narrateur insister assez lourdement sur le manque d'attrait et le manque d'attrait de cette femme, en particulier dans l'énumération des vêtements, qui évoquent tous la vieillesse, le mauvais goût. Elle a un bonnet de tulle, des pantoufles, charmant, un jupon de laine tricoté, et pour finir, une jupe faite dans une vieille robe, ligne 18. La figure est redondante, la jupe est vieille, et elle est elle-même dans une vieille robe, ça fait beaucoup. Les matières, d'ailleurs, sont obsolètes, elles aussi, toutes. La laine, la ouate, le tulle, ici pas de soie ni de velours. L'aspect comique, d'ailleurs, de la vieille fille est mis en valeur par une petite scénette dynamique. Le portrait n'est pas statique. C'est ce que nous indique le verbe se montre au présent de narration. C'est une apparition au sens théâtral du terme. Et d'ailleurs, cette référence théâtrale est explicitée par l'incise du narrateur. Le spectacle est complet à la ligne 21. Les faux cheveux et le corsage trop plein confirment d'ailleurs la dimension bouffonne de cette figure, qui est néanmoins moins inoffensive que ce qu'elle en a l'air. Comme l'indique l'antithèse, l'air innocente d'une entremetteuse. La vieille femme est théâtrale, mais comme tous les personnages de la comédie humaine, elle renferme un secret et une violence. On y reviendra évidemment. L'ironie crée alors une espèce de dualité de registre entre le comique et l'effrayant, entre le léger et le grave, entre le comique et le pathétique, qui est l'un des traits de l'écriture balzacienne. On ne sait pas trop si on doit compatir avec ce personnage imprégné dans la seconde partie d'une isotopie lexicale de la douleur. Elle est veuve, ligne 4, le malheur et les malheurs, ligne 22 et 28, le verbe pleurer, ligne 30. Cette souffrance est soulignée de façon d'ailleurs redondante dans la figure redoublée du polytote. Elle a souffert tout ce qu'il était possible de souffrir. Et dans le double sens de la silette fortune, qui est à la fois ici sa fortune en argent et son sort, qui l'a fait pencher, même au-delà du pathétique, vers le tragique. On nous parle de son sort comme une espèce de destin. Cette hésitation se traduit finalement de la manière la plus forte dans le rythme et dans la syntaxe. On voit que ce portrait de Balzac adopte une syntaxe extrêmement solennelle, marquée par des groupements ternaires et même une période rhétorique entre la ligne 6 et la ligne 11. Sa face vieillotte, grassouillette, du milieu de laquelle sort un nez à bec de perroquet, ses mains potelées, sa personne dodue comme un rat d'église, son corsage trop plein et qui flotte, sont en harmonie avec cette salle où soigne le malheur, où s'est blottée la spéculation, et dont Madame Beaucaire respire l'air chaudement festive. On a deux groupements ternaires, l'un qui porte sur les sujets, qui sont les parties de son corps, sa face, ses mains, son corsage, son forme ternaire, et puis les relatives également forme ternaire, cette salle où chante le malheur, où s'est blottie la spéculation, et dont Madame Beaucaire respire l'air. Cette solennité est discordante avec ce personnage qui est tout à fait petit, comme le dit Balzac, et disons-le, sordide. Donc on comprend alors que Madame Beaucaire n'est pas un personnage à vocation réaliste au sens où on l'entend généralement. Elle donne le ton du roman, qui est celui d'une peinture sensible, certes. Goriot est un personnage supplicié, Bosséan une femme trompée, Vautrin un homme traqué, mais mordante surtout de l'époque. Il y a peu de compassion. Les sœurs sont égoïstes. Rastignac, le héros ambitieux, et il incarne cette volonté de réussir et ce tropisme vers l'argent, et Beaucaire surtout elle-même qui est presque une allégorie de la médiocrité. On ne s'étonne donc pas que ce portrait fasse qu'aux l'ouverture du roman,
puisqu'il remplit la fonction codifiante de l'incipit, qui est précisément de donner le ton et de donner le thème de réflexion de l'œuvre à suivre. On voit donc un personnage qui tend vers l'universel. Balzac est en réaction par rapport à la platitude politique de son époque, et il fait de Beaucaire un monstre représentatif de cette époque. Pour autant, s'il est en réaction par rapport à la platitude politique, il adopte les lois scientifiques, il adopte les principes et les théories de son époque, en particulier deux, celle de la physiognomonie et celle de la théorie du milieu. Beaucaire est en effet une représentante et une illustration de la théorie du milieu, à laquelle d'ailleurs Balzac dédie son livre, exprimé et formalisé par Geoffroy de Saint-Hilaire. Cette théorie est simple, l'homme serait, comme toutes les espèces animales, le reflet de son environnement. C'est bien entendu ici le cas. Le narrateur est explicite d'ailleurs dans un commentaire, ligne 14-15, représente vérité générale qui est fondée par un casque. Toute sa personne explique la pension et toute la pension implique sa personne. Les deux se répondent donc parfaitement avec ce chiasme. On peut vérifier par la suite cette assertion, puisqu'il nous dit que ses petites mains sont en harmonie avec la salle, il nous dit ensuite que l'embonpoint blafard de cette femme est le produit de sa vie, que le typhus est le produit également des exhalaisons qu'on retrouvait avant dans la description de la salle à manger. Le jupon de laine annonce le salon, la salle à manger, le jardinet et même les pensionnaires. Il les fait pressentir, nous dit-on. Donc tout est corrélé. On peut ajouter d'ailleurs que les ardés de l'étoffe de sa robe miment les fissures de la façade, du carrelage, et que son corsage trop plein épouse ce qu'on avait vu dans les carafes rebondies dans la salle à manger. On retrouve les mêmes exhalaisons d'un hôpital qui font écho, ligne 17, aux atmosphères catharales de la salle à manger vue précisément. Le mimétisme est trop parfait de la femme et du milieu, qui se déterminent réciproquement et entièrement, et qui peuvent faire sourire un lecteur contemporain. Ce déterminisme est presque trop fort, il est trop adéquat. Il s'agit pourtant d'une des premières formalisations du rôle sociologique de la littérature en général et du roman en particulier. Balzac essaye de faire comprendre, le parcours de faire comprendre la personnalité des gens. C'est ce qu'il fait d'ailleurs dans l'analyse finale, avec ce retour en arrière, au plus que parfait, à valeur d'antériorité, qui évoque Madame Beaucaire avant qu'elle ne devienne le rat qu'on a sous les yeux, et qui semble échapper au reste ironique de l'extrait. Cette tentative de compréhension n'exclut pas pour autant un jugement parfois très sévère, puisque le jeu d'analogie et de causalité stricte entre le milieu et la personne font que cette femme est comparée à un argousin, c'est-à-dire un geôlier, un gardien de prison corrompu, et même assimilé à un typhus. Donc le milieu pèse très lourd, très très lourd. L'autre théorie qui est développée, c'est celle de la physiognomonie, qui est beaucoup plus discutable pour le regard contemporain. Cette physiognomonie a été formalisée, théorisée par Lavater. Elle suppose que l'on peut inférer le caractère de quelqu'un par rapport à son aspect physique, par rapport à sa physiologie. Or, c'est le cas. Madame Beaucaire a l'aspect d'un rat, un aspect difforme, et sa moralité est difforme, allant d'ailleurs jusqu'à la criminalité, puisqu'on nous dit qu'elle est capable de vendre son prochain. Ça concerne le passage entre la ligne 23 et la ligne 25. Elle a l'air innocent d'une entremetteuse qui va gendarmer pour se faire payer plus cher, mais prête à tout pour adoucir son sort, à livrer Georges ou Pichegru, si Georges ou Pichegru était encore à livrer. Georges ou Pichegru étaient des contre-révolutionnaires royalistes, plein de panache, qui ont été livrés à la justice napoléonienne durant la période du consulat. Donc là, en fait, Balzac nous montre que cette femme est prête à tout, et que si elle est grasse, c'est qu'elle s'engraisse de corruption. Elle vit sur le malheur des autres, elle vit sur la criminalité. Donc son faciès criminel annonce, en fait, et le reflet de cette criminalité est déductible de cette face, qu'on pourra appeler cette face de rat. Elle devient donc un universel, celui du profiteur, celui de la mesquinerie. Et d'ailleurs, elle est représentée comme une abstraction. On a à la ligne 10, la spéculation était blottie dans cette maison. La spéculation, c'est Madame Beaucaire. Madame Beaucaire est la spéculation. Beaucaire est donc le spécimen d'une espèce, dont Balzac entend brosser une étude quasi exhaustive.
D'ailleurs, le lecteur, qui est apostrophé de façon assez directe, se pose la question à un moment de la responsabilité de Beaucaire. Est-elle responsable ou victime de son sort, responsable ou victime de son milieu, responsable ou victime de l'époque? On ne pourra pas trancher. L'auteur, qui a écrit plus tard Les Illusions perdues, est dans un jeu permanent d'aller-retour entre le milieu et les personnages. Il ne les absout pas, il les explique, il les comprend, il ne les pardonne jamais. Balzac est un auteur assez méchant. Donc en tout cas, Beaucaire est une représentante assez flamboyante de la philosophie balzacienne de ce point de vue. En conclusion, on dirait que le portrait de Beaucaire aura servi à démontrer ce qu'est pour nous le réalisme littéraire, et par extension le personnage réaliste, à savoir une invention suffisamment singulière pour être crédible, ce sera le cas également de Vautrin, de Rastignac, de Beaucéan, et suffisamment riche pour être représentatif d'un type humain, ici la spéculation, et d'une époque ou d'une classe sociale. La réussite de Balzac en la matière est, si on peut dire, assez monstrueuse, avec ce personnage complexe jusqu'à la dichotomie, aussi effrayant que risible, comme l'est sans doute la société elle-même. Ainsi, Alain Robbe-Grillet, tout en jugeant périmé le personnage classique comme Beaucaire, convenait que sa disparition n'était peut-être pas un progrès dans le roman. En effet, le personnage explique le monde et le monde s'explique en lui. La mesquinerie individuelle et le culte de l'argent n'ont d'ailleurs pas disparu et ne sont pas étrangères des valeurs du monde actuel. Et on ne s'étonne pas que reviennent ces personnages mesquins, en particulier chez des romanciers qui commencent à être adoubés, tels que Michel Houellebecq ou Bret Easton Ellis, qui ont fait un retour au social avec des personnages aussi gris, aussi sombres et aussi mesquins que peuvent l'être Beaucaire. Beaucaire peut donc pourrir, mais elle ne pourra pas mourir. Dans votre première partie, vous avez parlé de Gargantua, que vous avez mis en parallèle et en opposition avec Madame Beaucaire. Oui. Est-ce que vous pouvez développer ce détail-là? La grosseur. Bien sûr, la grosseur pour Rabelais est un signe de santé. Ça, il y a une conception un peu archaïque d'ailleurs de la grosseur, mais chez Rabelais, on mange et donc on se porte admirablement bien. Il n'est qu'à voir la naissance de Gargantua, immédiatement l'enfant crie à boire, et naissance qui procède elle-même d'ailleurs d'un festin. Donc la grosseur chez Rabelais engendre la vie. Ici, cette femme de 50 ans, et en paraît beaucoup plus. Tout est fait pour souligner sa vieillesse. Jusqu'à d'ailleurs cette quasi-métaphore des pantoufles grimacées qui représente sa face en forme de pantoufle. Donc c'est un parangon de vieillesse. Cette grosseur est morbide. On parlerait dans le vocabulaire contemporain d'obésité morbide concernant Beaucaire. Donc, c'est une antithèse absolue. Les autres. Oui. Pouvez-vous expliquer le terme traitement zoomorphique? Zoomorphique, bien sûr. Zoo signifiant en grec l'animal, morphe, la forme. Donc, Beaucaire est présenté sous forme d'animal. Dans une espèce de reprise d'ailleurs du zoomorphisme fabulaire de La Fontaine, mais ici beaucoup plus médiocre. Il n'y a absolument aucune noblesse allégorique dans cette figure d'animaux. On a un rat verruqueux, probablement suintant, donc on a une sorte de La Fontaine sale, si vous voulez. Oui. Vous présentez Saint-Hilaire, donc qui permettrait d'appuyer Balzac. Oui. Vous pourriez le présenter. Bien sûr. Donc Geoffrey de Saint-Hilaire est en réalité un biologiste et il fait partie de tout ce courant de sciences naturelles, de tout ce courant qu'on appellera plus tard le positivisme, qui tend à pouvoir expliquer en fait tout le monde par la raison, par les mesures et par l'observation. Donc Geoffrey de Saint-Hilaire a fait de multiples voyages et a tenté d'expliquer, en parallèle d'ailleurs avec ce qu'a fait Darwin, comment les espèces étaient adaptées à leur milieu et comment elles représentaient leur milieu. Balzac est absolument fasciné, il est dit d'ailleurs la comédie humaine à Geoffrey de Saint-Hilaire, et son projet est d'adapter les sciences naturelles aux sciences humaines. Projet qui est d'ailleurs dangereux, puisqu'il tend à donner un déterminisme naturel et strict à l'homme qui, normalement, doit avoir une part d'indétermination et ce qu'on appelle autrement la liberté. C'est peut-être une des limites idéologiques de Balzac, d'ailleurs.
prochaine fois. La physiognomonie, donc, est cette pseudo-science dont les conséquences historiques sont d'ailleurs terribles, consistant à expliquer la moralité humaine par la physiologie. Elle donnera d'ailleurs une fille scientifique, une sous-discipline appelée la phrénologie, l'étude de la dimension des crânes et de la forme des crânes, qui servira à juger et à jauger de l'intelligence. On connaît les sinistres conséquences de cette pseudo-science qui sera utilisée notamment par l'idéologie nazie, l'idéologie aryenne, et qui sera également utilisée dans le cadre de la justification du colonialisme sur l'aspect humain. Balzac croit très fermement en la physiognomonie et ses personnages ont tous, je dirais, la tête de l'emploi. Beaucaire, malheureusement, a la tête de sa mesquinerie. Elle a, je l'ai déjà dit une ou deux fois, elle a une tête de rat et elle se comporte comme un rat. Pour nous, ça donne quoi ?